On va donc rentrer maintenant dans la partie recherche des entités. Si on fait du stockage sur une base de données, c'est aussi pour que les données soient indexées et pour pouvoir les rechercher. Le choix qui a été fait dans JPA, c'est d'introduire un nouveau langage qui s'appelle JPQL, qui est assez proche de SQL, histoire que les gens qui avaient l'habitude de faire de recherche avec SQL s'y retrouvent facilement. Mais sa particularité, ça va être de travailler sur le modèle objet et non pas sur le modèle relationnel. Ça, parfois, c'est des sources d'erreurs au départ. Donc, tout d'abord, si on recherche une entité et qu'on connaît sa clé primaire, évidemment, on n'a pas forcément besoin de faire une requête. L'Entity Manager fournit deux méthodes, find et getReference. On va pouvoir directement récupérer une entité si on connaît sa clé primaire. Pourquoi getReference et find? Il y en a un qui permet de récupérer l'objet en tant que tel, l'autre qui permet de récupérer une référence. Donc en gros, exactement comme si on a fait du lazy loading, sans forcément que cette entité soit nécessairement initialisée. Si on n'en a pas besoin, getReference va nous permettre juste de vérifier que la référence vers l'objet existe ou non. Le plus souvent, on va utiliser find si on connaît la clé primaire. Donc, le getReference peut être utilisé pour améliorer les performances. Par exemple, si on veut juste setter un objet et le mettre dans une relation d'un autre. Donc là, c'est l'exemple que je vous donne en dessous. On va récupérer un département avec sa clé primaire et on va pouvoir dire que cet employé fait partie de ce département. Dans la plupart des cas, évidemment, on n'a pas la clé primaire dans la recherche. On va faire une recherche sur d'autres critères qu'uniquement l'ID de l'entité. Comment ça va se passer? On va faire L'idée, c'est qu'on va faire une recherche de ce que l'on souhaite avoir avec ce langage JPQL. On va créer une instance de query. On va pouvoir initialiser la requête avec des paramètres de la pagination et puis lancer l'exécution de la requête. Donc ça, c'est la démarche systématique qu'on va suivre. Donc toujours pareil, si je la fais un tout petit peu en mode démo, qu'est-ce que ça veut dire de faire ça? Si j'ai créé un employé, que cet employé, donc je crée un employé tout simple, cet employé, il a un nom et je le sauve. Si à un moment je souhaite faire une requête, je vais pouvoir faire ma requête en faisant un select employé, select E from employé as E, et puis par exemple where E.name est égal à 2.name. Donc là, je crée une requête, et donc ce que je vais utiliser ici quand je mets employé, c'est parce que ma classe, elle s'appelle employé. Si j'utilise name, d'ailleurs c'est pas name, c'est last name, c'est parce que mon attribut, dans mon modèle objet, il s'appelle last name. Donc même si à un moment ici, je rajoute un add table qu'on a vu tout à l'heure pour lui dire, en fait, je veux que tu sois dans la table employé avec un S, même si je fais ça, en fait, ma requête va rester select E from employé as E, where E.name. Pour exécuter ma requête, je vais pouvoir dire, OK, ce que je vais récupérer en sortie, c'est une liste d'employés. Hop, il va falloir que j'importe ma liste. Et puis, je vais utiliser mon manager, je vais créer ma requête en lui passant la chaîne de caractères précédemment créée. Je vais lui dire, c'est une requête, alors c'est pas une requête native, pardon, create query, en lui passant, par exemple, la requête. Ce que je vais récupérer, c'est un paramètre optionnel, mais je peux lui dire, moi je sais que ce que je vais récupérer, c'est des employés. Je vais pouvoir setter les paramètres. Par exemple, ici, ma requête, elle a un paramètre name, et je vais lui dire, moi je veux l'employé qui s'appelle barré, et puis je vais pouvoir faire un get result list. Qu'est-ce que j'ai fait en faisant ça? J'ai globalement décrit ma requête et puis exécuté ma requête simplement. Ce que j'ai récupéré dans Res, c'est la liste des employés qui matchent cette query. Donc,
Ça se fait relativement facilement. Il y a donc un langage spécifique, ce qu'on va voir maintenant un peu plus en détail. Donc ce langage JPQL ressemble, on vient de le voir, beaucoup à SQL, permet de décrire ce que l'on recherche et travaille avec le modèle objet, pas avec le modèle relationnel. C'est vraiment un des points très très importants. Tous les identificateurs qu'on va utiliser au sein des requêtes sont les propriétés des classes, les attributs des classes, et non pas les colonnes ou les noms des tables. Il n'y a pas de select étoile. Dès que dans une requête JPQL, vous allez mettre un étoile, ça doit faire tilt en disant « Ah, c'est pas bon ». Ils ont introduit un mécanisme d'alias qui va permettre de dire ce qui vient de ma table employée, je le mets dans des alias qui est par exemple E comme tout à l'heure, et puis qui va me permettre de faire des recherches en fonction de cette partie. Le type de résultat, ça va pouvoir récupérer soit un, soit plusieurs entités, soit un nombre d'entités, ou soit même, par exemple, une collection de valeurs d'une entité. Toujours pareil, si je reviens là-dessus, j'aurais tout à fait pu lui dire, moi ce que je veux récupérer, c'est tous les e.lastname, from employé as e, where e.lastname, etc. Dans ce cas-là, évidemment, je ne vais pas récupérer une liste d'employés, mais je vais récupérer une liste de tableaux de chaînes de caractères où j'aurai un seul élément par chaîne de caractères. Donc, ce qui est valide, c'est par exemple de faire des choses comme ça. Je recherche tous les employés as E, je recherche tous les noms et les salaires des employés, je recherche tous les employés dont le département a comme nom direction, et puis après, on peut faire des choses plus complètes. Je recherche tous les noms de départements en faisant la moyenne des salaires des employés, en partant des départements, en faisant une jointure sur les employés des départements que l'on met dans l'alias E, en faisant un groupe by des.nom avec un nom qui a un supérieur à 5, etc., etc. Si je suis sûr d'avoir un seul résultat, dans ce cas-là, je peux utiliser la méthode getSingleResult quand j'ai créé ma requête, et elle va me renvoyer un objet. Si je risque d'avoir plusieurs résultats, il faut que j'emploie la méthode getResultList, et dans ce cas-là, je vais récupérer une liste des résultats qui matchent, par exemple ma liste des employés, directement mes objets métiers. Je peux avoir des types de résultats où je récupère des valeurs, c'est ce que je montrais tout à l'heure. Si je demande le nom et le salaire des employés, ce que je vais récupérer, c'est bien une liste de tous les noms et les salaires des employés. Et donc, je vais récupérer une liste d'objets à 2 dimensions, avec le premier élément de l'objet, ce sera le nom de l'employé, le deuxième élément de l'objet, ce sera le salaire, et puis j'aurai une liste comme ça de tableaux à 2 dimensions. Il est possible de naviguer en faisant des jointures implicites quand on navigue dans les associations. Par exemple, je vais pouvoir dire, je veux tous les noms des employés qui sont dans les départements qualité. Dans ce cas-là, j'ai juste à faire un e.département.nom, la notation pointée dont on a l'habitude quand on fait de la programmation par objet. E.département, ça pointe vers l'entité département qui a un nom, et donc je peux m'y retrouver de cette façon-là. Dès que j'ai créé une requête, je récupère un objet, instance de l'interface query, et donc je peux créer cet objet-là en créant une requête, en créant une requête nommée, ou en créant une requête native sur l'Entity Manager. Qu'est-ce que j'ai sur cette interface de query ? La capacité à demander à l'exécution de la requête, une seule exécution, de déclencher un execute update et de faire de la pagination. À quoi va servir la pagination ? Évidemment, si c'est pour après retourner à votre application web qui va afficher les résultats 30 par 30, mais que vous faites une requête qui retourne 10 000 résultats, c'est bien dommage de charger en mémoire les 10 000 résultats, ce qui va mettre pas mal de temps, si c'est pour après renvoyer uniquement les 30 premiers vers le front de votre application. Vous avez tout intérêt à en charger uniquement 60, et puis après refaire une requête pour récupérer les 60 suivants, etc. etc. Donc ça se fera avec la requête firstResult, macResult. On peut setter des paramètres. On a vu qu'on pouvait mettre des paramètres, on va y revenir un peu plus tard dans les requêtes. Quel est l'intérêt de passer par cette interface setParameter ? C'est évidemment d'éviter les risques d'injection SQL.
puisque les implémentations de JPA vont faire un certain nombre de contre-mesures pour faire en sorte que si vous injectez un paramètre qui contient du code SQL, etc., ce qui pourrait être potentiellement dangereux pour votre base de données, eh ben, votre requête ne va pas s'exécuter. Si on a des types temporels, ce set parameter, on doit aussi préciser si on veut l'injecter comme un type temporel. Donc par exemple, si j'ai un type temporel de type calendar, quand je crée ma requête en disant que je souhaite les employés dont la date d'embauche est entre 2 paramètres, alors quand je vais setter ces paramètres, je vais dire le paramètre début que je t'injecte, qui est le premier paramètre qui sera utilisé, c'est un type date. Le paramètre de fin, c'est aussi un type date. On peut créer des requêtes dynamiquement, comme je l'ai fait en créant une chaîne de caractères. On peut faire des requêtes natives, en passant directement du SQL, du PSQL, ce qu'on veut directement à la base de données. Et puis, on peut faire des requêtes nommées, qui vont être définies en en-tête, souvent de l'entité. Donc, ces requêtes nommées, il faut vraiment voir ça comme une sorte de sucre syntaxique. Imaginons que j'ai mon entité employée, et ben toutes mes requêtes liées à mon employé, à mes employés, pardon, et ben je vais avoir tendance à les mettre en en-tête de ma classe. Donc par exemple, je vais en définir une qui sera name, je vais l'appeler tous les employés. Query, et ben ça va être mon select E from employé E. Donc là, je l'ai mis là-haut, ma requête. Évidemment, je peux en mettre plusieurs. Donc je peux mettre une première requête et puis je vais pouvoir là-haut définir toutes mes requêtes. Donc par exemple, tous les employés par leur nom. Ouais, pardon. E.lastName est égal à, par exemple, un paramètre. Quel est l'intérêt de fonctionner comme ça avec les name query? C'est qu'en gros, si un développeur a besoin de recréer une requête qui travaille sur les employés, très rapidement, il va pouvoir regarder toutes les requêtes qui préexistent et donc réutiliser une requête qui répond à ses besoins ou réinjecter une nouvelle requête à ce niveau-là pour pouvoir l'utiliser. Et donc, quand il veut l'utiliser, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est un create name query et puis il va appeler la requête par son nom. Ça va permettre d'éviter la duplication du code JPQL un peu partout dans l'application. Et donc, si j'ai besoin d'évoluer une requête, je suis sûr qu'elle ne va pas être dupliquée à plusieurs endroits dans mon code. Les paramètres de requête peuvent être faits de deux façons, soit par leur numéro avec un point d'interrogation, soit par leur nom. On va setter ces paramètres au moment où on crée la requête en utilisant la méthode setParameter, et puis elles vont soit numéroter à partir de 1, soit on va utiliser les noms des paramètres qu'on a injectés. C'est rien de nouveau, mais c'est plutôt classique d'utiliser les noms de paramètres plutôt que les numéros. C'est plus lisible dans le temps. Donc je vais pouvoir faire un select E from employee as E, where E.nom est égal, et puis je définis que le paramètre, c'est la première variable que j'utilise à ce niveau-là. Dans ce cas-là, quand je vais faire setParameter, je vais dire le paramètre 1, c'est Dupont, ou je peux faire la même requête en disant E.nom égale, et je définis une variable de paramètre nom, je peux l'appeler comme je veux, et dans ce cas-là, quand je vais la setter, je vais faire setParameter nom, et puis je vais mettre la valeur du paramètre en question. J'évite absolument de créer des requêtes par concaténation de chaînes de caractères. Parce que si je fais ça, je vais me rendre vulnérable aux attaques par injection SQL. Je peux, au moment où je fais ma requête, changer le mode de flush. Franchement, on le fait assez rarement. Donc, j'ai fini la première partie d'introduction un peu à JPQL. Maintenant, je vais revenir un peu sur quelques éléments du langage. Là aussi, en allant assez vite, le but n'est pas de faire un cours détaillé sur ce langage JPQL, plutôt de montrer qu'il ressemble beaucoup à SQL. Donc, cette partie JPQL,